Les cauchemars de Hugo sont pour nous un rêve. Les cauchemars de Hugo sont pour nous un rêve. Vous allez voir comment ce qui paraissait pour Victor Hugo une société infernale nous paraît à nous aujourd'hui une société pratiquement idyllique. Voici ce que l'auteur disait de la société de 1832. Une énorme forteresse de préjugés, de privilèges, de superstitions, de mensonges, d'exactions, d'abus, de violence, d'iniquité, de ténèbres est encore debout sur le monde avec ses tours de haine. Voilà ce que Hugo disait dans Les Misérables. Eh bien voilà ce que je réponds. Ainsi rien ne change, c'est aujourd'hui. Cela je le réponds dans la pensée numéro 284 de Pensée à coucher de la prison d'Occident, un livre que j'ai écrit en prison où j'étais encore il y a 2 ans. Tout cela, tout ce que dit Hugo, est encore là, et le modernisme y ajoutait bien plus le racket fiscal, l'invasion étrangère subventionnée, la haine anti-religieuse vis-à-vis des uns, la haine religieuse des autres, le gouvernement des sectes, le contrôle du citoyen avec reconnaissance faciale, les journaux univoques, la destruction des savoir-faire au point qu'on ne fabrique plus rien, la disparition des métiers des commerçants, la haine du passé, la subversion, la destruction de l'éducation, le dévoiement des institutions, la spéculation internationale, le trucage des chiffres, notamment des chiffres au moment des élections, l'information bidonnée, les castes politico-médiatiques complices pour avilir les populations, la pollution planétaire, le plastique dans tout ce qui se mange, y compris le sel de table, l'esclavage des populations lointaines et l'illotisme des populations proches, les guerres scandaleuses, la pauvreté endémique, les violences tournantes, la dictature sanitaire ou des contraintes sanitaires sans fondement scientifique sérieux, la destruction des sols agricoles, l'affaissement de la santé publique, le pouvoir des sectes, la haine entre les sexes, le transgenrisme charcutier, la prostitution des étudiantes, l'obscurantisme matérialiste, l'effondrement de l'instruction et de l'éducation, l'illettrisme et l'analphabétisme, le dogmatisme, la pensée obligatoire, l'insécurité, l'hypertrophie bureaucratique, le gaspillage, la dette, la ruine, les gens qui meurent dans la rue par milliers, si, en France même, les délocalisations, la condamnation à mort de malades par jugement de tribunal, le soin jusqu'au boutiste de gens qui aimeraient mourir naturellement, l'euthanasie, le suicide, la pornocratie qui plus est invitée au Sénat, les pédophiles arborant la rosette de la Légion d'honneur, la déconstruction de centaines d'églises et de chapelles, la perte de la souveraineté, la haine de la civilisation et des vertus, la fonte des libertés, les lois sur l'opinion, les meurtres en réunion filmée, la dépravation, les obstacles dressés devant les bons artistes et la promotion des mauvais, les titres et les honneurs rendus de gangsters notoires, la promotion du stupre et du viol dans les romans primés, le saccage des villes par les grosses mairies et l'hyperbureaucratie hygiénique, l'effondrement du langage et de l'intelligence, la disparition du tact et de la pudeur, et, s'il faut faire un peu d'anticipation, les forces de sécurité droïdes qui se préparent, les mini-drones qui entreront bientôt dans votre chambre à coucher sous forme de mouches ou de moustiques, plein de choses joyeuses et réjouissantes, liste non exhaustive. Dieu sait que l'on pourrait ajouter à cela bien d'autres choses, et par exemple, la surveillance omniprésente des citoyens, l'abattage des troupeaux, les crèches de Noël interdites dans les mairies, les croix supprimées partout, la mainmise sur la santé par les sociétés pharmaceutiques, le wokisme, le sabotage de l'énergie, la destruction de l'école, la fluorine dans l'eau de consommation, la mise en place du crédit social, etc., etc., etc. On voit, cher Victor Hugo, combien la société que vous situez en 1832, précédant de 50 ans la vôtre, était paradisiaque en comparaison de la nôtre. Vous pensiez que nous chanterions les louanges du progrès en récusant ce monde-là ? Nous restons perplexes. Vous pensiez que nous jouirions de tous vos combats ? C'est le contraire qui s'est produit. Combien vous devez être en plein effroi depuis la tombe où vous êtes assurément plus à l'aise qu'en ce monde qui vous attend désespéré, car vous avez probablement mérité un purgatoire qui vaut mieux que ce reflet d'enfer d'ici-bas. Voyez, vous devez haïr ces révoltes que vous aviez à entendre contre une société qui n'était pas si malsaine, révolte dont est sortie notre société qui est bien impie, et combien vous nous êtes proches dans votre affliction posthume. Sommes-nous pessimistes, et ne voyons-nous que cela, cette liste effroyable ? Non. Nous voyons aussi quel trésor couvent ces naufrages. Nous croyons que les êtres qui réchapperont porteront aussi, avec l'aide du génie humain et peut-être de la providence, des temps nouveaux qui surgiront des ténèbres. Cela viendra à travers la peur légitime qu'inspire cette sorte de mythologie inversée, ces cieux par-dessous terre.
quoique l'animal humain s'habitue à tout. Ces temps feront surgir une espérance magnifique, nous la voyons en gestation. Une conscience est là, à l'état de germe infime. La monstrueuse modernité n'est pas capable de la détecter. Il n'appartient pas à l'homme ni aux démons d'empêcher une résurrection. Elle n'est plus intellectuelle, certes, elle n'est qu'espérance pure. Ce sera sous la contrainte des événements et des avanies, parce que la foule attend que la catastrophe survienne pour la prévenir. La contrainte des nécessités n'est rien d'autre que le châtiment que l'homme s'inflige. Il n'est jamais trop tard? Si. Quand quelqu'un est tué dans un accident, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Inutile de se leurrer, de brandir des « il n'est jamais trop tard », ce serait indécent. Mais tant qu'on est vivant, quand il reste ne serait-ce qu'un grain de blé au fond d'une poche, comme dans l'admirable île mystérieuse de Jules Verne, tant qu'il reste des hommes, tout peut arriver. D'ailleurs, la grâce frappe toujours au moment ultime, sans doute un peu parce que les prières sont plus ferventes. Ce n'est pas dans le confort qu'elle intervient, mais dans la perte de tout recours apparent aux abysses du désespoir. Plus les nécessités se font atroces, plus l'âme humaine fuse. On a vu que l'Europe s'est embrasée d'amour après la guerre 39-45. Le prochain déluge de folie amènera des résolutions plus fermes. Nous n'en sommes qu'au début. Les barreaux des prisons de la pensée sont trop usés maintenant.